taxaw sa kaw doon sa lapataake ba benn xalaatu politicien bu bandu la saña attaqué man sama yéene mooy baa doole bi ma nekkal ko gémmiñam noppam ak bëtam saa su ne may faacee mbébétam dàq mimétisme andi civisme heurte sa conscience ngir nga mën a demee ci bon sens man sama yéene mooy sama rap doon li jëlee ba peuple bi si yoonu ñàkk tàggat ko ba mu mën a dundee si li mu ñàkk wan ko nu muy jëfee ba benn marchand d'illusion du ko mën a bluffé. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, encore une fois, bonjour et merci de suivre votre émission Objection qui a le plaisir de recevoir ce dimanche Cheikh Oumar Ba. Il est le directeur exécutif de IPAR, entendez, Initiative Prospective Agricole et Rurale. Monsieur Ba, c'est un plaisir de vous accueillir à Objection pour rappeler que vous êtes en même temps le président du réseau des think tanks sénégalais et également dans le secteur de l'UMOA, Union économique monétaire ouest-africaine. C'est un immense plaisir de vous accueillir à Objection. Merci d'avoir bien voulu accepter notre invitation. C'est moi qui vous remercie, M. Bayoumar Gueye. C'est toujours un plaisir d'être invité à votre émission qui est une émission de très haute facture et que tous les experts, tous les Sénégalais voudraient être aujourd'hui à ma place. Et je vous remercie pour cela. Alors, il est de ces questions qui sont des questions en jeu, qui nécessitent diagnostic, analyse, mais également engagement. Oui, ce dimanche, nous parlons de l'agriculture. Eh bien, pourquoi l'agriculture? Parce que ce secteur emploie 77% de la population active, soit plus de 60% de la population et 60% des personnes travaillant dans ce secteur sont des femmes. Alors, première question, cher Oumar Ba, IPAR, pourquoi une telle institution dans un environnement africain? Merci beaucoup. Alors, IPAR Kër Jacques Faye, donc le nom est évocateur au Sénégal et en Afrique. Jacques, c'était quelqu'un qui a en tout cas consacré toute sa vie au développement agricole, aux plus pauvres, à la réflexion, à la recherche. Jacques Faye? Oui, Jacques Faye. Oh. Alors, et donc c'est avec lui et d'autres Sénégalaises et Sénégalais et d'autres Africains que nous avons mis en place IPAR. D'abord en 2004, et si vous vous rappelez, 2004 c'est l'année où on a lancé avec le président Wade la loi d'orientation agro-silvopastorale. Ensuite en 2008 où ça a été effectivement reconnu officiellement par les autorités sénégalaises et avec la présidence de Ahmed Bachir Diop, ancien DG de la Sodifitex. Et donc ce processus s'est poursuivi. Aujourd'hui c'est le Dr Taïb Diouf, ancien DG de l'ISRA et membre de l'Académie des sciences. Mais IPAR, c'est d'abord une idée qui consiste à travailler pour défendre les communautés qui n'ont pas droit à la parole, notamment les communautés rurales. Il y a un parti pris, en tout cas qui consiste d'abord à réfléchir pour l'agriculture et le monde rural. Pourquoi? Parce que d'abord ils étaient majoritaires. Jusqu'à présent ils sont majoritaires, même si les derniers recensements on parle de 49% de ruraux. Mais globalement on sait que quand on lançait cette initiative, pratiquement l'essentiel des Sénégalais étaient en milieu rural. Et cela c'était le premier problème. Le deuxième problème c'est que toutes nos prospectives ne fonctionnaient pas. On avait plutôt des décisions sur le court terme. On avait les autorités avaient la planification, vous vous rappelez, le ministère du Plan qui est revenu, mais en même temps, on avait très peu de marge de réflexion sur le long terme. Donc on était sur le court terme. Troisième chose, c'est que ces prospectives étaient, si elles existaient, elles n'étaient pas nombreuses, mais elles étaient portées par des intellectuels. Et nous, on se disait, mais pourquoi ne pas travailler avec les acteurs à la base, les communautés paysannes, les ruraux de manière générale, réfléchir avec ces populations, parce qu'elles sont porteuses, ces populations, de réflexion stratégique, de savoir paysan, de savoir ruraux, comment faire pour faire porter cela et amener ça dans les politiques publiques. Et enfin, c'était le manque de dialogue dans les politiques publiques. Vous vous rappelez par exemple dans les années avec la période du président Wade, on était dans les programmes spéciaux, il se réveillait, il décidait un programme spécial, sans avertir, sans dialoguer avec les acteurs. Et nous on se disait, il nous faut des politiques publiques concertées, pour que d'abord on puisse négocier ensemble, aussi bien en tout cas ce qui concerne l'avenir des acteurs à la base. Et c'est pourquoi donc nous avons mis en place IPAR, pour d'abord contribuer par la recherche. Et donc IPAR c'est une institution qui produit des évidences scientifiques, la recherche. À partir de la recherche, on essaie de renforcer les capacités des parties prenantes pour qu'ils dialoguent, parce que quand on dialogue,
on doit être à peu près au même niveau d'information. Oui. On a dit on va mettre les acteurs autour de la table, renforcer les capacités de ceux qui en ont le plus besoin, et à partir de là maintenant engager un dialogue politique pour avoir des politiques publiques concertées au Sénégal et en Afrique de l'Ouest, parce que le Sénégal ne peut pas se développer sans le reste de l'Afrique de l'Ouest. Alors oui, quand vous parlez de travailler de concert avec les acteurs, en première position, vous faites allusion aux acteurs publics, aux acteurs politiques, notamment aux autorités. Absolument. Parce qu'en fait, c'est les autorités qui, en tout cas, détiennent le suffrage des citoyens et qui décident pour l'ensemble des citoyens sénégalais. Donc c'est pourquoi nous avons convenu, en tout cas au sein de ce think tank, que nous devons d'abord parler aux décideurs politiques. Oui. Mais comment leur parler? Les décideurs, souvent, vous voyez, le temps de la décision politique ou des décideurs politiques, c'est souvent un temps limité. C'est souvent à l'aune d'une élection. C'est 5 ans, 7 ans maximum. Et ensuite, or, la recherche se fait sur le long terme. On a dit comment allier le besoin d'avoir une recherche de qualité, une recherche qui fait de la veille et de la prospective, qui permet de mettre sur la table des décideurs politiques des évidences et les convaincre sur le bien fondé de travailler avec les communautés, d'améliorer les conditions de vie, mais surtout de raccourcir les besoins. Parce qu'aujourd'hui, on sait que même si, par exemple, l'Afrique a été en retard par rapport au développement, aujourd'hui, en termes de développement, l'Afrique n'est pas, en tout cas, dans le domaine où on aurait souhaité les voir. Mais on s'est rendu compte, par exemple, quand l'Asie même s'est développée, avec ce qu'on appelle la révolution verte, dans les années 70. Mais l'essentiel des technologies existait à l'ISRA Bambey, au CNRA de Bambey. Mais politiquement, on n'a jamais connecté la recherche aux décideurs politiques. Du coup, on ne pouvait pas transformer Il y a un paradoxe entre les résultats de recherche et leur valorisation par les décideurs politiques. Ce n'est pas que la faute aux décideurs. Parfois, c'est la faute aussi aux chercheurs, dont l'agenda de recherche n'est pas forcément arrimé aux orientations stratégiques de nos pays, parce qu'à l'époque, c'est ce qui paye commande. Vous attendez que votre recherche soit financée par d'autres. Attendez-vous à ce que les résultats de ces recherches soient orientés vers des préoccupations ailleurs. Et ça, je pense qu'il y a eu tout un combat pour que la recherche soit orientée vers nos propres préoccupations. Et vous voyez, par exemple, les chercheurs, c'est qui? C'est les enfants des paysans et des autres Sénégalais. Mais comment ça se fait que quand vous avez des diplômes, vous vous déconnectez, vous commencez d'abord par regarder d'un mauvais œil la manière dont les paysans pratiquent l'agriculture, la manière dont ils évoluent, et au lieu de mettre, par exemple, nos propres productions au cœur de nos préoccupations, on préfère peut-être plus montrer les valeurs sur l'extérieur. Et alors, ça, je pense qu'il y a eu une rupture aujourd'hui. Oui, il y a une rupture, le diagnostic est posé. On ne va pas insister sur ce qui a retardé encore l'Afrique. On va essayer d'analyser les défis, notamment la problématique de la prospective. Aujourd'hui, cher Oumar Ba, expliquez-nous comment se présente l'agriculture sénégalaise aujourd'hui. Alors, vous l'avez dit au démarrage, l'agriculture sénégalaise, si on regarde l'agriculture au sens large, c'est presque 15% du PIB national, de ce que les Sénégalais produisent comme richesse. Mais en même temps, si vous regardez juste la production agricole en tant que telle, l'agriculture avec petit a, on est autour de 10%. C'est clair qu'aujourd'hui, on a encore des marges de progression possibles pour davantage contribuer au développement du Sénégal. Parce que l'essentiel est porté par le secondaire autour de 20%, et ensuite le tertiaire qui prend l'essentiel, plus de 50%. Mais comment aujourd'hui, le reste c'est le primaire, mais comment faire aujourd'hui pour que l'agriculture continue d'être le moteur qui tire le développement? On a essayé, on n'a pas... Ça, pratiquement quelques exemples, puisque ça n'a jamais abouti finalement. Quand on regarde sur le long terme, avec les Jacques Faye, à l'époque, on avait fait la trajectoire de l'agriculture sénégalaise de 1950 à 2017. Quasiment, un peu plus tard, on a ajusté. Mais on s'est rendu compte que, quand vous regardez, le Sénégal a raté un virage, tout le monde le connaît, c'est avec le président Mamadou Dia, qui avait voulu opérer des ruptures, des coopératives avec une vision vraiment de développement qui devait permettre à ce que le producteur qui est sous le soleil, en tout cas, bénéficie davantage de sa production. Mais malheureusement, on a plus mis l'accent sur les autres maillons. Et on a négligé justement celui qui se met au soleil pour produire. On s'est rendu compte qu'il y a eu des rectificatifs. Si on prend, si on essaie d'aller plus vite
dans les années 80 où on a eu les politiques d'ajustement structurel avec les institutions de Bretton Woods, la Banque mondiale et le FMI, qui ont imposé en tout cas des situations qui ne permettaient plus au Sénégal de pouvoir financer même l'agriculture. Et donc c'est là où on a pratiquement arrêté tout ce qui est parce qu'avant il y avait justement les subventions l'avènement des NPA, les nouvelles politiques agricoles, en 84, les nouvelles politiques industrielles. En 1984. Et justement de ce point de vue, oui, les initiatives n'ont pas manqué également. Les initiatives n'ont pas manqué. Si vous regardez par exemple ce qu'on appelle à partir de 1994, il y a eu la dévaluation, il y a ce qu'on appelle PASA, la politique agricole, voilà, du secteur agricole, les politiques d'ajustement du secteur agricole. Et donc, on n'a laissé aucun secteur. Mais ce qu'on note, c'est qu'à partir de 1997, il y a eu une amélioration. C'est là, effectivement, où il y avait un essoufflement. Mais en même temps, il y avait une certaine... on a réussi à faire beaucoup d'économies avec les ajustements qui étaient très, très difficiles. Et c'est là où vous voyez même que le président Abdou Diouf commençait à 1997 de négocier avec le CNCR qui est né en 1993. Et c'est ça qui a amené plus tard une ouverture, un dialogue et finalement le retour même vers les investissements dans l'agriculture. Et ça, si vous regardez à partir de 2000, quand le président Wade est venu, vous vous rappelez, on n'a plus de problème d'argent. Parce que les Sénégalais avaient tellement serré la ceinture qu'à partir de 2000, on avait la possibilité, il y a eu beaucoup plus de ressources qu'ils ont trouvées finalement. Et c'est ça qui a permis de faire les programmes spéciaux. Il a ramené, disons, avec sa vision libérale, il a ramené par exemple, libéral mais socialiste derrière, il a ramené quand même des questions de réinvestissement dans l'agriculture, même s'il a supprimé la Sonagraine à partir de 2001. Mais il y a eu une progression en termes d'intérêt pour l'agriculture et de réinvestissement. Mais ce réinvestissement dans l'agriculture est devenu plus vrai. Bien sûr, il y a eu après beaucoup au niveau national et international, avec les PNIASAN plus tard, les programmes d'investissement dans le secteur agricole. Mais à partir de 2008, avec Goana, si vous vous rappelez, quand il y a eu la crise alimentaire mondiale, ce qui s'est passé, c'est que tout le monde s'est aperçu qu'on n'avait pas la maîtrise de notre propre souveraineté. C'est là où on a commencé à parler de non, il nous faut une autosuffisance en riz, il nous faut une autosuffisance à l'échelle internationale. En maïs. Le président Wade avait une position très claire sur la question. Mais parfaitement. Et après, il y a eu effectivement une prise de conscience que si on ne fait rien, et c'est là où il y a eu justement les accaparements de terre, parce que le monde entier s'est réveillé en voyant qu'on était très fragile. Parce que si on n'arrivait pas à, par exemple, des pays qui étaient des pétrodollars, mais qui n'avaient pas de terre. C'est pourquoi ils ont commencé à aller dans les pays africains pour chercher de la terre. Et c'est ça qui a expliqué Fanaï, les autres zones où il y a eu des conflits fonciers. Et justement, la société civile a commencé à se mobiliser avec le CRAFS à partir des années 2009-2010. Et c'est ça qui a amené une certaine, en tout cas, confrontation de points de vue, et avec l'alternance, la deuxième alternance en 2012, qui a permis au moins de se dire, mais il nous faut avoir une réforme foncière, il faut revoir cette question. Mais avant ça, déjà, le président Wade avait engagé ce qu'on appelle la loi d'orientation agro-silvopastorale pour avoir le recul sur 20 ans, pour que les paysans puissent réfléchir sur leur avenir et que l'État puisse les accompagner par rapport à un certain nombre d'orientations. On est à l'heure du bilan, les 20 ans sont épuisés. En termes de bilan, que retenir? Alors, en termes de bilan... de cette loi silvo-agro-pastorale. En termes de bilan, ce qu'il faut retenir, on a fait aujourd'hui avec le ministre secrétaire d'État chargé des coopératives et le ministre de l'Agriculture, de la souveraineté alimentaire et de l'élevage, ils ont mis en place un groupe de travail qui était d'abord mis en place en 2022. Mais quand ils sont arrivés, ils se sont rendus compte que le groupe était... il y avait beaucoup d'institutions. Ils ont mis en place un comité ad hoc pour pouvoir accélérer la mise en œuvre du bilan et commencer à consulter les acteurs. Parce qu'ils sont venus avec une nouvelle approche en disant on ne peut pas faire le bilan seulement en restant à Dakar. Il faut que ce bilan soit approprié par les communautés. Il faut qu'il soit inclusif, qu'il soit transparent. Et c'est pourquoi ils nous ont demandé de mettre en place une méthodologie qui a permis d'aller dans les 14 régions du Sénégal, de travailler sur des thématiques les plus diverses possibles, notamment les thématiques sur le pastoralisme, sur la pêcherie, sur la foresterie, sur le financement de l'agriculture, etc. Sous-secteurs, les différents sous-secteurs. Mais aussi, en termes de catégories d'acteurs, il y a eu tout un travail aussi avec le secteur privé, avec les journalistes, avec justement les jeunes, avec les femmes. Et tout cela a permis d'avoir une très bonne moisson.
Mais ce qu'on peut retenir aujourd'hui à l'heure du bilan, comme vous le demandez, c'est que globalement, la loi, elle est pertinente. Mais sa mise en œuvre a souffert. La première chose qu'on attendait de cette mise en œuvre, c'était au moins ce qu'on appelait l'institutionnalisation de la concertation entre le président de la République et l'ensemble des acteurs du secteur primaire, agro, silvo, pastoral et halieutique. Malheureusement, pendant 20 ans, depuis 2007, où on a eu le premier décret d'application de cette loi, qui a été voté en 2004, il n'y a jamais eu de rencontre entre le président de la République et les organisations socio-professionnelles agricoles, agro-silvo-pastorales et halieutiques. Depuis 20 ans. Depuis 20 ans quasiment. Et ça, le CNCR le porte avec l'ensemble des plateformes de la société civile, des organisations paysannes, comme MSD, Force Paysanne et les autres acteurs, AFAO et tous les autres acteurs. Et aujourd'hui, on est convaincu qu'avec ce portage, avec aussi les premières orientations politiques du gouvernement, qui estiment qu'ils souhaiteraient organiser cette première rencontre avec l'ensemble des acteurs. Et cette rencontre, on l'espère peut-être... Qui concourt à toute une démarche, à toute une philosophie. Autrement, comment comprendre 20 ans durant ne pas justement rencontrer les acteurs? De mon point de vue, c'est un manque de ce que j'appellerais de volonté politique. Parce qu'on ne peut pas comprendre. Et quand vous vous rappelez, ceux qui avaient élaboré, c'est le président Wade. Mais à l'époque, je me rappelle, IPAR a eu avec Jacques Faye depuis 2002-2003, juste avant de créer même IPAR en 2004, a accompagné les organisations paysannes, notamment le CNCR. Mais on s'est rendu compte que le président Wade avait accepté parce que le rapport de force n'était plus favorable à l'État. Était plutôt parce que les organisations paysannes ont pu mobiliser au stade de l'amitié. Pratiquement, ils ont rempli le stade. Ils ont montré un rapport de force en termes d'idées, en termes de propositions. Mais ce que l'État quand même avait fait qui était très bien, c'était de dire, je vous donne des ressources, vous allez sur le terrain vous-même, consulter vos membres pour venir avec des propositions. Quand le CNCR est venu avec des propositions, l'État a quasiment accepté l'ensemble des propositions des organisations paysannes. Ce qui s'est passé donc, le président, à l'époque, le Premier ministre, c'était l'ex-président Macky Sall. Donc il connaissait cette loi. Mais durant tout son magistère, il n'a jamais jugé nécessaire de rencontrer les organisations paysans, d'éleveurs et de pêcheurs. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'en termes de financement, l'État a fait beaucoup de choses. Entre les deux régimes, depuis le président Wade jusqu'au président Macky Sall, il y a eu beaucoup d'investissements dans l'agriculture. Sauf que quand on regarde la qualité de l'investissement, on se rend compte que souvent, soit ce n'est pas arrivé aux destinataires finaux. Nous, en 2017, on avait fait un travail sur la traçabilité des subventions agricoles et on avait montré que très peu de subventions arrivaient réellement aux véritables acteurs à destination. Et que c'était capté par des intermédiaires. Et que l'enjeu était de s'assurer la traçabilité pour que désormais, que l'investissement atteigne en tout cas l'objectif final. Parce que la cible, c'est quoi? C'était les paysans, et les éleveurs et les pêcheurs. Mais l'objectif était d'améliorer leur productivité. Et on s'est rendu compte que si l'argent n'arrivait pas à ses destinataires finaux, finalement, on ne pouvait pas améliorer leurs conditions de vie. Alors, la troisième chose, juste sur ce point, c'était la loi prévoyait les statuts de l'agriculture, les statuts de l'agriculteur, les statuts en tout cas la reconnaissance du paysan, tout simplement sénégalais. Ouais, du paysan, du pêcheur. Il faut l'identifier, lui attribuer un statut au même titre que les autres corporations. Ouais, parce que le paysan renvoie plus à l'agriculteur, mais il y a le pasteur, il y a aussi le pêcheur. Donc, comment tous ces acteurs, et bien sûr le forestier, comment tous ces acteurs du secteur primaire parviennent à être reconnus comme acteurs majeurs. Parce qu'aujourd'hui, en tant que chercheur, en tant que journaliste, on est tous reconnus. On a la protection sociale, on peut avoir accès, parce qu'on est reconnu, notre métier est reconnu. Or, le fait d'être agriculteur, éleveur et pêcheur n'était pas reconnu formellement et juridiquement, alors que la loi le prévoyait. Donc, quand on a fait le bilan, on s'est rendu compte que c'était un manquement. L'autre manquement, en plus du financement, c'était aussi la non-reconnaissance formelle des métiers. Parce que quand vous dites que je suis éleveur, c'est important quand tu dis je suis journaliste. On puisse reconnaître avec peut-être formellement que vous avez un métier. Je pense que ça, c'est un aspect. L'autre aspect qui nous semble le plus important, qui nous semble aussi important, c'est le financement. On a vu qu'il y a eu énormément de financement dans le secteur agro-silvo-pastoral et halieutique. Mais quand on voit l'impact de ce financement, on se rend compte que ce n'est pas arrivé forcément aux destinataires finaux. Et la question aujourd'hui, c'est comment rationaliser ces financements, comment l'augmenter,
Aujourd'hui, on a une fenêtre d'opportunité avec le gaz et le pétrole. Comment utiliser ces ressources pour investir dans les structures de production. Or, on ne peut pas le faire si la recherche, comme l'ISRA, n'est pas renforcée. Si on ne peut pas le faire si l'ANCAR n'a pas une mission de conseil, mais pour conseiller, il faut d'abord qu'on renforce aussi le producteur lui-même pour qu'il puisse produire suffisamment et qu'on suive toute la chaîne de valeur. Parce que produire seulement, on a fait même une étude récemment à Podor, où on a vu que les pertes post-récolte pouvaient avoisiner jusqu'à 5 milliards 600 millions. On s'est rendu compte qu'il y a un problème, il y a des magasins de stockage qui ont été mis en place, mais ils ne sont pas fonctionnels. Comment arriver à ce que, entre le secteur public, le secteur privé, les organisations paysannes ou de producteurs, qu'on puisse avoir ce type de connexion et de dialogue pour qu'on ait des infrastructures adaptées à leurs besoins, mais aussi qui répondent à des exigences de qualité et qui permettent d'améliorer les conditions de vie. Alors, en termes d'agenda, le bilan a été tiré de cette loi sylvo-agropastorale. Les 20 ans sont épuisés. Aujourd'hui s'ouvre une autre fenêtre avec des enjeux d'aujourd'hui et de demain. Aujourd'hui, Cheikh Oumar Ba. Oui, en termes d'agenda et de calendrier, dans le court terme, qu'est-ce qui est attendu? Alors, dans le court terme, ce qui est attendu, c'est que quand on écoute les 14 régions, on voit un peu ce qui ressort, en tout cas des organisations paysannes et d'éleveurs et de pêcheurs. On se rend compte qu'il y a un besoin d'être écouté, d'être reconnu, de pouvoir dialoguer avec les décideurs politiques. Parce que vous voyez bien, si on a la chance de rencontrer la plus haute personnalité de l'État, les organisations pourraient, par exemple, lui présenter un certain nombre de propositions. Et parmi les propositions qu'on entend être portées par les organisations paysannes à travers le CNCR et des autres plateformes, c'est qu'aujourd'hui, ils ont besoin non seulement de systématiser et d'institutionnaliser la concertation. Chaque année qu'ils puissent rencontrer le premier des Sénégalais pour qu'ils lui disent voilà l'évaluation de la campagne cette année, voilà là où ça a avancé, voilà nous sur quoi on s'était engagé, mais on n'a pas pu faire pourquoi, et que l'État dise voilà moi ce que j'envisage de faire. Et ensemble, ils mettent un plan de travail et l'année prochaine, ils reviennent encore évaluer cela et réorienter. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, on se rend compte que on doit davantage, par exemple, aujourd'hui, on a un souci pour créer des emplois au Sénégal. Oui. Et c'est une question majeure. Oui. L'agriculture peut constituer un secteur d'absorption du trop-plein de jeunes qui arrivent sur le marché de l'emploi. Niche. Exactement. Et quand on dit l'agriculture, c'est au sens large, mais aussi c'est toute la chaîne de valeur. Parce que souvent, les gens pensent simplement que c'est de produire. La production est un maillon, mais il faut transformer, il faut commercialiser. Et quand l'agriculture marche, tout le reste marche. Oui. Et on a l'eau, on a les terres, il est on a question tout ce qu'il faut. de démontrer cela, Cheikh Oumar Ba. Vous êtes mieux placé. Vous êtes non seulement membre d'une institution qu'on appelle IPAR, qui travaille beaucoup dans le cadre de la recherche, mais face à un secteur aujourd'hui qui connaît beaucoup de problèmes. Mais autant de problèmes que d'opportunités aujourd'hui. En termes d'explication, que pouvez-vous dire à nos auditeurs qui nous écoutent que l'agriculture au Sénégal constitue une bonne priorité ou constitue un exemple pour non seulement absorber une bonne partie des jeunes en chômage, mais également dans la chaîne de valeur pour ce qui est de la souveraineté alimentaire dont on parle en termes d'autosuffisance alimentaire ou de sécurité alimentaire même. Quelle explication? Alors, la première explication, c'est qu'aujourd'hui, il faut rendre d'abord l'agriculture attractive. Quand on dit rendre l'agriculture attractive, on ne peut pas continuer à présenter l'agriculteur comme seulement celui qui est pauvre, celui qui a des habits déchirés, celui qui est vraiment mal présenté, et personne ne voudrait ressembler à cette personne. Or, donc lui attribuer un statut clair. Lui attribuer un statut clair, Oui. améliorer les conditions justement d'exercice de cette fonction qui est une fonction noble. Là, c'est dans la loi. C'est dans la loi. Oui. Donc, respecter la loi dans ce cas précis. Oui. Le troisième point, c'est comment arriver aujourd'hui à ce que les jeunes puissent, avec la digitalisation, avec d'autres, en tout cas les jeunes qui ont d'autres compétences, puissent contribuer au développement du secteur. Parce que le secteur, il est large. Et aujourd'hui, il peut être le moteur qui va transformer
les conditions de vie même des urbains. Parce que si l'agriculture marche, vous vous rappelez à l'époque quand l'arachide marchait, le reste marchait. Parce qu'avec l'arachide, on construit, avec l'arachide, on transforme, etc. Aujourd'hui, il s'agit d'aller au-delà de la monoculture arachidière. Il s'agit de réfléchir l'agriculture au sens large, c'est la transformation, c'est des produits, par exemple, horticoles, tout ce qui est maraîchage, tout ce qui est aussi fruits et légumes, de manière générale. Mais c'est aussi de renforcer nos pôles territoriaux en y intégrant des modèles de transformation, en tout cas des industries qui permettent justement de transformer les productions parce que chaque région a une potentialité qui attend à être explorée. Et c'est pourquoi j'ai beaucoup apprécié les 8 pôles territoriaux dont on parle, qui existaient en fait de manière globale. Mais aujourd'hui, je pense que ce qui change, c'est la volonté de pouvoir compter d'abord sur les financements endogènes pour faire travailler ces pôles et comment les connecter. Parce que je pense que le découpage aussi a changé. Et il me semble important, aujourd'hui, si on arrive à avoir des pôles attractifs, d'abord, ça va retenir les jeunes. Parce que ce qui est quand même paradoxal, Bayomar, c'est de voir des jeunes qui vont jusqu'en Espagne uniquement pour être dans l'agriculture ou en tout cas cueillir des fruits et des légumes. Je pense que ça a fait l'objet de discussions. C'est important parce que si on n'a pas de choix. Mais pour moi, on doit aller au-delà. C'est-à-dire qu'il est possible aujourd'hui. Ils peuvent aller apprendre. Parce que ça doit être dans ce qu'on appelle la migration circulaire. On doit pouvoir intégrer la migration circulaire comme modalité. Mais ça ne peut pas être la modalité la plus importante. Elle doit être juste une des modalités. Mais la modalité la plus importante pour moi, c'est de renforcer nos territoires. C'est de rendre nos territoires attractifs de la Casamance à Kédougou, en passant par le bassin arachidier jusqu'à la vallée du fleuve Sénégal et jusqu'à la zone des Niayes, bien sûr en passant par la zone sylvopastorale, s'assurer que aujourd'hui on ne peut pas continuer à investir plus de 60 milliards dans l'importation du lait, alors que nous avons du cheptel, et ça pose énormément de problèmes d'ailleurs en termes de conflits agriculteurs-éleveurs, en termes d'espace, parce que de plus en plus, on pense qu'on doit coloniser du point de vue agricole l'ensemble des espaces du Sénégal. Or, nous devons avoir un aménagement qui permette de dédier des zones, qu'on s'assure que la vocation agricole de la zone des Niayes peut être préservée, mais que dans d'autres zones où c'est la vocation pastorale, qu'on puisse s'assurer aussi que les animaux peuvent avoir des espaces justement de repos, mais des espaces aussi de pâturage, et qui permettent de renforcer l'atteinte, en tout cas de l'autosuffisance en moutons de Tabaski. C'est un problème important au Sénégal. Comment arriver donc à interconnecter le pays et chaque région pouvant, en tout cas, alimenter l'autre, de prendre le fognon peut-être dans les zones du sud, de pouvoir prendre peut-être du riz dans certaines zones du nord et voir comment interconnecter. Alors, le bénéfice, il est énorme. Le bénéfice, il est énorme, il est multiforme. Et de ce point de vue, oui, changer la situation, la transformer pour la rendre meilleure. Les opportunités existent, vous l'avez démontré, mais quelle est la situation? Le Sénégal est présenté comme un pays pauvre. Une situation qui reste inchangée. On a parlé de 37,5% en 2021-2022 contre 37,8% en 2018-2019. Cette couche vulnérable localisée à la fois dans les zones rurales et surtout dans le bassin arachidier. Dernières informations, le Sénégal est retiré de la catégorie des pays les moins avancés. Oui, la contradiction est là. Un pays pauvre, un pays qui vient d'être retiré des paiements. Beaucoup de défis à relever, mais je pense qu'il faut d'abord considérer que la jeunesse est une chance. Oui, dividende démographique. Le dividende démographique est une chance et que ça peut être pris comme une chance, mais à condition qu'on investisse suffisamment sur des infrastructures capables d'absorber, en tout cas de faciliter la transformation, le déplacement, en tout cas le transport des produits d'un lieu à un autre, etc. Deuxièmement, je crois qu'aujourd'hui, nous savons que l'Afrique subsaharienne est l'un des rares continents à continuer à connaître ce dividende démographique. Comment on fait pour valoriser cela? Par la formation, par l'éducation, par l'accompagnement. Vous avez suivi la dernière mesure prise par Trump au niveau des États-Unis qui a suspendu l'aide au développement
Oui, certainement, qui risque d'impacter justement sur la gouvernance agricole de façon générale et africaine en particulier. Je veux parler du Sénégal aujourd'hui. Expliquez-nous, vous qui êtes sur le terrain, quelle est l'ampleur justement de cet impact-là dans la gouvernance agricole au Sénégal? Alors, moi j'ai deux lectures de cela. C'est-à-dire que j'ai une lecture à court terme et à moyen terme. Sur le court terme, c'est difficile parce que du jour au lendemain, par exemple, les États-Unis, quand même, c'est le pays qui subventionne le plus au monde. Mais on ne peut pas vivre en tendant la main. On ne peut pas comprendre que presque 60 ans après l'indépendance, jusqu'à présent, on reste encore tributaire des aides. En revanche, il faut considérer que dans le cadre du partenariat mondial, c'est clair que les échanges sont effectivement à promouvoir. Aujourd'hui, la décision du président Trump, qui est une décision souveraine, qui renvoie aussi à notre volonté, souvent dans nos pays, de dire que nous sommes souverains. On parle de souveraineté alimentaire, énergétique, financière. Donc, on doit aussi pouvoir assumer cela. J'ai entendu aussi les autorités en parler, en disant que c'est peut-être une opportunité de réfléchir sur notre capacité à gérer sur la base de nos moyens. Parce que on ne peut disposer que de ce qu'on a, et c'est ça qu'on amène au marché, ce qu'on a. Par contre, ça c'est sur le court terme, c'est difficile, parce que ça impacte énormément, effectivement. Mais comment sur le terrain? Alors, sur le terrain... Où se situe le problème réellement? Sur le terrain, bon, disons, le premier problème pour moi, c'est, c'est abrupt. C'est-à-dire que la décision est arrivée sans préparation. Parce qu'on aurait dit que dans 6 mois, tout va s'arrêter. Peut-être certains projets allaient pouvoir... Où sont localisés ces projets financés, justement, un peu partout. Par les Américains? Je n'ai pas fait une étude spécifique, mais moi, je sais que... La cartographie, ils sont beaucoup, par exemple, au nord du Sénégal, avec justement dans le domaine, avec l'USAID, dans le domaine du riz, du mil, du maïs, un peu partout au Sénégal, mais aussi au centre et au sud. Deuxièmement, ils sont beaucoup dans la santé, dans l'éducation, mais ce qui me semble important, en tout cas dans le domaine qui nous intéresse, on avait même 2 projets, dont un sur, par exemple, les filières agricoles, qui était un programme structurant avec les acteurs à la base, notamment avec FEPROMAS sur le maïs, dans le bassin arachidier, mais aussi avec FPA au niveau du nord, sur le riz, avec aussi l'entente du Djouloulou en Casamance. Et tout cela devait permettre aussi de connecter les producteurs aux chaînes de valeur, en tout cas au secteur privé, dans la transformation, dans le financement, en prenant en compte les questions liées à l'assurance agricole, etc. Donc il y a tout un programme, il y avait plusieurs programmes d'ailleurs, qui existaient et aujourd'hui qui sont impactés. Il y a du volume en termes de financement. Du volume, certains parleraient de pratiquement plus de 70 milliards. Mais c'est clair que je pense que ça c'est juste au pif. Mais moi je reste convaincu que ça peut être plus que cela. Parce que ce qui est constant, c'est que, disons, les États-Unis est quand même la première puissance mondiale. Donc avoir une décision unilatérale, ça peut provoquer effectivement des crises multiformes. Parce que ça n'a pas été préparé. Deuxième élément, parce que comme c'est des décisions humaines, elles auraient pu être préparées avec un peu de temps de préparation, quitte à se retirer progressivement pour ne pas effectivement impacter négativement sur les conditions de travail et de vie des communautés. Et je suis sûr que même les Américains seront certainement impactés de ce point de vue. En revanche, sur le moyen terme, je pense que c'est un mécanisme qui doit nous aider à réfléchir sur la capacité de nos États à être souverains. Comment on peut compter sur nous-mêmes? Comment le traduire en acte aujourd'hui? Et si on veut traduire en acte, on doit d'abord accepter de consommer ce que nous produisons. Oui, justement. Si on continue de dépendre du point de vue alimentaire, vestimentaire... Consommons ce que nous produisons et produisons ce que nous consommons. Absolument. Oui. Et ça, on a les moyens de le faire à condition. C'est vrai qu'on fait face à des questions quand même au niveau mondial, les changements climatiques. Ce n'est pas une affaire de riches ou de pauvres, ça touche tout le monde. Peut-être que les riches sont mieux préparés parce qu'ils ont les moyens peut-être de faire face. Aujourd'hui, nous devons réfléchir. Il y a des éléments qui relèvent de notre souveraineté. Il y a d'autres qui doivent être intégrés dans le cadre du partenariat mondial. Parce que le monde a besoin de vivre en partenariat. Parce qu'il y a le commerce, il y a les échanges, et on a besoin de continuer à échanger. Maintenant, ce qu'il faudrait, à mon avis, c'est de mettre l'accent sur les échanges, d'abord avec nos voisins. Mais on sait que dans
les pays qui nous entourent, de plus en plus, il y a des crises. Comment faire pour contribuer à ramener la paix? Ce n'est pas une chose facile. Mais ça, c'est une affaire aussi qui doit intéresser l'ensemble de la communauté internationale. On ne peut pas continuer à regarder les autres faire. Et j'aime rappeler cela en disant que dans les années 1890, il y a eu 65 millions d'Européens, d'Occidentaux, qui sont allés ailleurs dans le monde, soit coloniser d'autres pays, ou bien simplement, avec ce qu'on appelait les boat people, ils sont partis ailleurs dans le monde, dans le cadre de la migration, qui était une stratégie de régulation du trop-plein de population dans des espaces qui étaient saturés. Je pense que ce mécanisme ne peut plus exister aujourd'hui compte tenu de la configuration géostratégique, mais en même temps, nous devons être conscients que la migration est un droit, et on doit être capable aujourd'hui de gérer d'abord les flux internes, les flux sous-régionaux, qui sont quand même les flux majoritaires, parce que plus de 80% des migrations, en tout cas plus de 70% des migrations, restent encore à l'intérieur de l'Afrique de l'Ouest. Les Africains de l'Ouest migrent pratiquement pour 70% au sein de l'Afrique de l'Ouest avant d'aller ailleurs dans le monde. C'est les 30% qui vont ailleurs dans le monde, dont peut-être 10% vers l'Europe. Je pense qu'il faudrait qu'on reconsidère cela, qu'on revoie maintenant nos stratégies en termes de partenariat dans la sous-région, renforcer nos espaces sous-régionaux et à partir de là, voir d'abord au niveau de nos pays sur quelle alliance on peut bâtir notre développement et croire en nous-mêmes. Et que nos jeunes continuent de croire en nous-mêmes. Parce que je pense qu'on a, on a ce qu'il faut. Vous l'avez dit, on ne peut pas continuer à avoir des terres fertiles, de l'eau, des jeunes qui veulent travailler, mais la problématique du soleil. de l'eau aussi, elle est là. Pour quelle réflexion de votre côté? Pour dire que c'est pourquoi je disais qu'il y a des choses qui dépendent de nous, mais il y a d'autres qui nous tombent dessus. Les éléments qui ne dépendent pas de nous, on doit être dans des alliances stratégiques au niveau régional, au niveau international. C'est la solidarité internationale qui doit jouer. Ça demande beaucoup de résilience. Ça demande beaucoup de résilience, mais c'est beaucoup de moyens aussi. Et là, ça ne peut pas être que nos moyens. Par contre, ce qui relève de nous, c'est qu'est-ce qu'on consomme. Ce que nous consommons, si nous arrivons à montrer à tous les... On a vu durant Covid, on a vu qu'on ne pouvait pas continuer de dépendre des bateaux qui quittaient l'Asie pour venir nous nourrir. On a commencé à voir notre fragilité en tant qu'humains, mais en tant que Sénégalais. Aujourd'hui, nous devons continuer à penser que ces crises ne sont pas simplement conjoncturelles. Ça peut être des crises structurelles qui peuvent être multiformes. Aujourd'hui, c'est le président Trump qui prend une décision unilatérale avec ses partenaires et qui a le droit parce que c'est un État souverain. Mais en même temps, nous devons réfléchir sur nous-mêmes. Qu'est-ce qui relève de nous? Qu'est-ce qui est important pour qu'on se concentre sur des choses importantes, on soit solidaire avec nos décideurs politiques et on essaie de bâtir des politiques publiques qui soient les plus inclusifs, qui résolvent les problèmes auxquels nous sommes confrontés. Et progressivement, on peut maintenant nouer des alliances parce que tout le monde a besoin de tout le monde. Mais en même temps, il faut être sûr qu'on a d'abord consolidé nos acquis. On peut bâtir en étant solidaire entre nous-mêmes au niveau du pays, mais au niveau de la sous-région et progressivement s'ouvrir vers le monde en étant effectivement de manière stratégique, capable de mettre sur la table des éléments de négociation et avoir la force de mutualiser. Parce qu'aujourd'hui, c'est un non-sens que chacun continue de produire de manière isolée, alors qu'on peut mutualiser nos productions et créer vraiment des échanges intra-régionaux. Oui, de ce point de vue. Mais justement, pourquoi n'arrivons-nous pas jusqu'à présent à consommer ce que nous produisons jusqu'à présent? Alors, de mon point de vue, ça fait partie de l'aliénation culturelle. Parce qu'effectivement, si vous vous rappelez bien, le Sénégal ne produisait pas du riz. On a commencé à produire du riz quand le colon a estimé que nous devons se concentrer sur l'arachide et importer du riz qui était produit et qui était destiné même à des animaux et qui pouvait venir à bon marché, qu'on pouvait avoir. Et après, c'est devenu une habitude alimentaire. Aujourd'hui, si nous voulons le changer, on doit commencer d'abord par les cantines scolaires. On doit commencer par les jeunes de bas âge. Mais si on ne mange pas sain, on ne mange pas ce qui est proche de nous, de ce que nous produisons et ce que nous maîtrisons, on risque de dépendre de ce que d'autres produisent avec effectivement des conséquences risques sur le plan sanitaire, avec l'explosion des maladies non transmissibles et autres. Exactement. Et ça, c'est un véritable défi. Parce qu'on ne peut pas confier notre ventre à l'étranger, comme on le dit. On ne peut pas continuer aussi à prendre des risques de ne pas
maîtriser notre consommation et de ne pas s'assurer qu'aujourd'hui, avec nos fruits, que nos chercheurs se mettent à transformer, en tout cas à réfléchir. On a l'ITA qui joue un rôle extrêmement important. On a des universités dans toutes les régions. Aujourd'hui, on doit être capable d'orienter et que l'État puisse de manière souveraine investir davantage dans la recherche, mais la recherche qui parvient à résoudre des problèmes des communautés à la base, et progressivement on l'élargit. On voit maintenant comment trouver ensemble un marché. C'est clair que la question de sécurité doit aussi être maîtrisée, parce que si on n'a pas une sécurité au niveau de la sous-région, c'est clair qu'on ne pourra pas échanger entre les habitants de cette sous-région. On a aujourd'hui la problématique de l'AES, on a aujourd'hui la problématique de l'intégration même au sein de la CEDEAO. Je crois que c'est des questions qui doivent faire réfléchir, au moins pour qu'il y ait des alliances stratégiques qui permettent d'aborder les questions cruciales. Parce qu'aujourd'hui, je pense que nous devons d'abord résoudre ces questions pour pouvoir participer dans le concert des nations. Alors, vous avez parlé des enjeux d'aujourd'hui et des enjeux du futur, liés justement à la vision 2050 des nouvelles autorités, en parlant de pôles territoriaux. Oui, cher Oumar Ba, directeur exécutif de IPAR, aujourd'hui la question du financement, vous l'avez abordée, mais est-ce que réellement les pays africains comme le Sénégal, est-ce que ces pays ont les moyens de financer leur propre agriculture? Oui, moi je dirais oui. C'est-à-dire qu'il faut qu'on croie en nous-mêmes. Mais comment? Pour moi, il faut d'abord... C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de regarder loin. On doit être capable, dans chaque région, de voir qu'est-ce qui est possible de valoriser, d'abord dans ces régions, et d'avoir une démarche de proximité. Et à partir de là, commencer à construire au niveau national, et j'avais dit au niveau régional aussi, avant d'aller sur l'international, des chaînes qui soient moins longues. Parce qu'on a besoin aujourd'hui d'avoir justement des marchés de proximité. Et il y a énormément d'échanges qui se font, mais malheureusement, l'essentiel des échanges, c'est à partir des produits qui viennent de l'extérieur, qui nous inondent. Maintenant, quelle est notre capacité à réguler en fait ce qui entre chez nous? Quelle est la capacité que nous avons à croire d'abord en nous-mêmes? Je pense que là, il y a un effort qui n'est pas seulement du gouvernement. Peut-être que le gouvernement doit nous donner des orientations, mais c'est d'abord, on doit faire exercer une influence sur nous-mêmes pour pouvoir améliorer et vraiment, je ne dirais pas en tout cas se remettre en cause nous-mêmes pour avoir des comportements qui s'adaptent à nos conditions de vie et à nos moyens. Et je crois que c'est comme ça que progressivement on peut bâtir une société qui croit en elle-même, qui progressivement peut évoluer vers effectivement le développement. Je crois que l'opportunité que nous avons avec le gaz et le pétrole, beaucoup d'opportunités. On a le soleil, voilà. On a également l'eau, on a également le foncier. Tout à fait. Le marché, il est ouvert aujourd'hui de ce point de vue. Qu'est-ce qui reste à faire? Volonté politique, dites-vous? Volonté politique, mais accompagnée du changement de l'homo sénégalensis. C'est-à-dire tant qu'on ne change pas notre comportement, les mentalités. Parce que c'est quand vous allez dans un marché, c'est vous qui décidez de ce que vous consommez. Et souvent, c'est valable pour nous tous. Nos enfants refusent de manger, par exemple, certains mets, qui sont des mets, moi, que j'adore, le tiéré, tout ce que vous voulez. Mais je pense qu'on doit réfléchir sur comment accompagner ces changements en notre sein. C'est-à-dire que ça, pour moi, c'est d'abord, je crois qu'il faut qu'on se fasse violence, qu'on opère la rupture sur nous-mêmes, sur nos proches, et que progressivement, on considère que tant qu'on ne change pas la mentalité des Sénégalais, de continuer, tout ce qui vient de l'extérieur, c'est ce qu'il y a de meilleur. Et il faut peut-être importer pour pouvoir, en tout cas, montrer que vous êtes dans un certain niveau d'aisance. Je crois que tant qu'on ne change pas cette façon de voir le monde, on ne pourra pas améliorer nos conditions de vie. Et ça commence par reconnaître nos agriculteurs avec leur métier, que c'est des acteurs importants dans le développement. Et comment faire pour que, progressivement, croire en nous-mêmes, commencer à valoriser nos propres produits locaux et à partir de là maintenant s'ouvrir et en faire aussi des produits de qualité aussi, puisque nous sommes sur le terrain de la compétition, le marché il est universel. Aujourd'hui, il faut quand même des produits de qualité. C'est juste ce que vous dites. Mais quand vous regardez dans le passé,
Oui. Vous voyez, qu'est-ce qu'on disait dans les années, peut-être des gens qui sont un peu plus âgés, un peu comme nous, on disait par exemple par rapport aux Japonais. Tout ce qui venait du Japon, qu'est-ce qu'on disait? Saponel, c'est pas bon. Ça dit que c'est moins de qualité. Chinois, là. Mais aujourd'hui, ces gens ont commencé petit à petit, ont cru en eux-mêmes. Ils ont commencé à avec bâtir. un soubassement culturel très fort c'est aussi. très important. Oui. C'est la culture qui va. Tant Oui. qu'il n'y a pas. Oui. On ne renforce pas notre culture. Oui. La culture, elle est systématisée chez eux. Mais totalement. Oui. Et c'est ça qui va être l'élément moteur. C'est-à-dire que si on ne change pas d'abord nous-mêmes ce que nous L'approche, sommes, la oui. manière dont on voit le monde et dont on voudrait se projeter, et progressivement on bâtit petit à petit, Oui. on croit en nous-mêmes, on arrête de regarder d'en haut ce qui vient du monde rural. Se poserait-il une question En tant que citoyen une question sénégalais. identitaire? Identitaire. C'est une question plutôt identitaire. Exactement. Et cette question identitaire, c'est-à-dire que c'est bien qu'on commence à se rapprocher de nos territoires, en montrant que dans nos territoires, il est possible aujourd'hui de vivre dignement, de se rapprocher de notre culture, de nos milieux, et à partir de là, de valoriser notre potentiel culturel. Et après, on peut vendre cela. Et le Sénégal a la chance d'être pris souvent comme exemple. Il suffit aujourd'hui qu'on en fasse des modèles. Je vous garantis que ça va être en fait ce qu'on va exporter, et tout le monde va les autres vont venir pour chercher aussi à copier chez nous. Mais je pense que Oui. ce changement de paradigme, d'abord, doit commencer par nos enfants à l'école primaire, doit commencer par nous-mêmes, L'éducation. par l'éducation à la base, La culture. la culture. Oui. Et une fois on recouvre notre identité, on valorise cette identité, on peut maintenant s'ouvrir et aller vers l'extérieur. Oui. Et sinon, on fait l'inverse. Et je pense que si on n'est pas solide, en tout cas on n'est pas enraciné, on risque de perdre notre âme et notre identité culturelle. Le rendez-vous du donner et du recevoir. Exactement. Alors, cher Oumar Ba, directeur exécutif de IPAR, oui, la dernière question. Le dernier tournant aujourd'hui, la question de la souveraineté, nous l'avons dit, mais la question aussi de la sécurité alimentaire, mais tout cela requiert, comme vous l'avez dit, une transformation déjà de mentalité, mais également de culture. Le Sénégal regorge de talents, le Sénégal regorge d'atouts, d'opportunités. Qu'est-ce qui reste à faire aujourd'hui? C'est la dernière question pour au moins rendre au Sénégal ce qui lui appartient, consommer ce qui est produit dans notre pays. Qu'est-ce qui reste à faire? Ce qui reste à faire, effectivement, de mon point de vue, en tout cas du point de vue agro-silvopastoral, comme je vois la loi qui est très ambitieuse, si aujourd'hui on arrive à régler cette reconnaissance des producteurs, des éleveurs, des pêcheurs, ils sont renforcés, leurs conditions de vie sont améliorées, ils pourraient contribuer à atteindre la souveraineté alimentaire. Ensuite, donc ça c'est la volonté politique. Le deuxième élément, c'est qu'il faut que les autres Sénégalais, les consommateurs en tête, vous et moi, nous acceptions de dire que nous allons faire vraiment pression sur nous-mêmes pour que nous consommions ce que nous produisons. En tout cas, préférer qu'elle soit de qualité. Qu'elle soit de qualité. En fait, oui. La qualité, oui. Vous savez, il faut qu'on renforce cela. Et je crois qu'aujourd'hui, on a tous les process. Vous êtes un scientifique sur ce terrain-là aujourd'hui, en termes de propositions. Est-ce que vous constatez quelque part que de ce point de vue, il y a encore à faire? Oui, il y a quelque chose à faire, mais je pense que, en fait, c'est plusieurs leviers. Parce que la question de l'emballage aussi pose problème. Oui, en fait, vous savez, à un moment, il faut que nous-mêmes, on fasse un effort pour encourager. Bon, on parlera de patriotisme économique, pas à n'importe quel prix. Mais je pense qu'il y a l'idée de croire en nous-mêmes et de renforcer et d'encourager. Parce que vous savez, si quelqu'un amène quelque chose qui n'est pas de qualité, progressivement, si vous l'interpellez, vous l'aidez avec les moyens, avec un environnement qui Je veux dire, il faut beaucoup de financement pour ceux qui réfléchissent, pour leur donner les moyens de réfléchir et justement de trouver des propositions pertinentes. Mais Bayoumar, faisons le point déjà sur ce que l'ITIA a comme éléments qui sont transformés. Oui. À partir de là, regardons avec notre secteur privé comment encourager avec peut-être des incitations fiscales, des incitations que le gouvernement, et ça c'est une volonté politique, ensuite que le secteur privé lui-même reconnaisse qu'il est possible de ne pas gagner beaucoup tout de suite, mais en contribuant à l'effort national. Et progressivement, chacun fait un pas. Et pour moi, si on arrive à bâtir autour de ce que nous avons, je suis convaincu que on pourra faire des pas très importants
Et dans 2 ans, 3 ans, dans 5 ans, on peut évaluer les pas parcourus. Et à partir de là, on peut corriger et faire le NDEP collectif régulièrement. Voir ce qui a marché, ce qui a moins bien marché. Et regarder, adresser les questions. Et ensemble dire que ce n'est pas une affaire seulement du gouvernement. C'est une affaire des communautés, c'est une affaire des populations. Le gouvernement a un rôle majeur parce que c'est lui qui doit montrer la voie. Mais en même temps, chaque catégorie d'acteurs a un rôle à jouer. Et ensemble, je suis convaincu qu'avec la recherche et les résultats de recherche, on peut aller loin. On est à l'heure du réchauffement climatique. Aujourd'hui, sommes-nous véritablement préparés? On est préparé, mais je pense qu'il y a beaucoup d'éléments qui, regarde, aux États-Unis, chaque jour, c'est des catastrophes ailleurs dans le monde. Mais pour moi, il faut qu'on croie en nous-mêmes et qu'on considère qu'on ne va jamais être 100% prêt. C'est-à-dire que ce qu'on doit faire, c'est le difficile qui est le chemin. Il faut qu'on croie là où on veut arriver. On y va progressivement, difficilement, mais on garde le cap. Et que quand ça ne marche pas, on dit, mais qu'est-ce que moi j'aurais pu apporter à mon pays que je n'ai pas fait? Qu'est-ce que je n'ai pas fait moi-même? D'abord, avant de dire pourquoi l'autre n'a pas fait. Parce que c'est facile de dire que oh, c'est le gouvernement, de toute façon, ils n'ont rien fait, de celui-là, il n'a rien fait. Je crois qu'il faut que nous-mêmes, on soit conscients que le changement commence par nous-mêmes. Et chacun de là où tu es, c'est comme aujourd'hui le 7 septembre. Si vous décidez que vous-même, vous n'allez pas salir, et progressivement, quand vous voyez quelqu'un qui salit, vous l'aidez à corriger, etc. Mais je pense que progressivement, on va amener des comportements nouveaux. Et tant qu'on n'attaque pas cela, je pense que ça va être très difficile de s'en sortir. Et moi, j'ai la conviction qu'on peut s'en sortir. On a des résultats de recherche de qualité. Aujourd'hui, on a l'espoir. Et l'espoir est très déterminant. Parce qu'aujourd'hui, avec le nouveau régime, je crois que ça attire l'espoir. Ça montre qu'il y a une nouvelle perspective. Et ça sont-elles dans la bonne direction pour vous? Bon, c'est très difficile parce que le temps est relativement court. Il y a des points positifs, comme par exemple sur la LOSP, il y a de très bonnes choses qui sont en train d'être faites. Par exemple, les paysans n'ont jamais été rencontrés par le chef de l'État. Le président dit, je vous rencontre cette année. Et je vais voir vos doléances, je vais voir ce qu'on peut faire ensemble. Je pense que ça, il faut encourager. Maintenant, il y a des éléments peut-être moins importants, qui sont moins réussis, je veux dire, qu'il faut améliorer. Il faut, pour moi, par exemple, aujourd'hui, si on regarde en termes de rationalisation des politiques publiques, je crois qu'il y a encore un effort à faire. La question de l'emploi des jeunes. Je pense qu'il faut qu'on tienne davantage... en tout cas, il y a eu des expériences. Nous, on a eu à tester pendant 4 ans dans le département de Podor ce qu'on appelle la territorialisation des politiques publiques en matière d'emploi, une plateforme d'emploi et d'employabilité des jeunes. Beaucoup de directeurs sont en train de voir que c'est des choses sur lesquelles on peut bâtir. On a fait la même chose à Bignona. On est en train dans l'agroécologie et autres. Je pense que progressivement, essayons de voir ce qui marche. Essayons de prendre ça comme modèle. Et arrêtons de prendre comme modèle peut-être des contre-modèles. Et je pense qu'il est possible, à mon avis, de changer, mais ça ne sera pas facile. Le changement commence par nous et c'est maintenant. Et nous devons y travailler tous. Et de ce point de vue, vous avez parlé justement du Nord. Justement, il y a un moment où, avec ce qui s'est posé comme problème, notamment avec le débordement du fleuve, il y a des cultures qui ont été adoptées par les populations à un moment donné. Avez-vous l'impression que les autorités ont compris pour accompagner ces populations locales? Par exemple, nous, on a eu, avec le COSEC, à travailler, par exemple, avec certaines communautés qui avaient les inondations, mais on a pensé aux cultures des crues. Oui. Et à partir de là, il y a eu effectivement un effort. Il y a des spéculations qui sont adaptées à la décrue. Et à partir de cette décrue, il y a eu effectivement des productions que les gens vont pouvoir consommer. Et je pense que, c'est-à-dire, chaque fois qu'il y a un malheur, il est possible de trouver un élément positif. Moi, je pense qu'il faut la nature, il faut continuer à la dompter. Dans ce que la nature nous montre, il y a toujours des solutions. Et je crois que la recherche a tellement évolué. Aujourd'hui, il y a des cartes variétales partout. Il y a un certain nombre d'avancées de la recherche. Mais pour moi, il faut qu'on regarde comment connecter ça avec les territoires, comment renforcer cette résilience des Sénégalais et des Sénégalais qui ont été résilients. Il y a eu la sécheresse, il y a eu beaucoup d'inondations, il y a beaucoup de chocs exogènes, parfois même endogènes. Mais les gens ont pu résister. Les leçons qu'ils en ont tirées fait de ces communautés des communautés résilientes. Comment faire quand vous voyez en Casamance, ou par exemple avec la salinisation des terres, aujourd'hui il y a des techniques que les communautés commencent à utiliser pour effectivement, on a fait récemment un travail à l'Oul Sessène sur la récupération des terres salées en introduisant des espèces avec d'autres partenaires.
Je crois que toutes ces bonnes initiatives, on doit pouvoir les capitaliser et les mettre dans les territoires et voir maintenant quel rôle les départements, les conseils départementaux, les maires doivent jouer, quel rôle l'État doit jouer, quel rôle le secteur privé doit jouer, quel rôle les acteurs clés des producteurs et productrices doivent jouer dans la transformation et voir maintenant répondre aux questions que vous posiez, à l'emballage, l'accès au marché, etc., etc. On ne peut pas continuer, par exemple, à prendre la tomate dans le département de Podor et vouloir remonter ça jusqu'à l'usine. On perd énormément, rien qu'avant d'arriver, on perd beaucoup d'eau et ça diminue la productivité. Et je pense qu'il faudrait aujourd'hui, avec les pertes post-récolte, qu'on ait des programmes structurants en matière de stockage, avec vraiment des magasins de qualité qui parviennent à maîtriser ces infrastructures et à les élargir pour en faire des solutions sur le long terme. Donc finalement, tout est question d'organisation, de planification. Exactement. Et les coopératives pourraient un peu aider dans ce sens, mais je pense que le rôle régalien est le moteur. C'est-à-dire que c'est l'État qui doit impulser, montrer l'agenda. Voilà, et je crois que l'agenda aujourd'hui tel qu'il est conçu, à mon avis, il y a tous les éléments, tous les ingrédients. Il faut maintenant transformer la volonté politique en réalité concrète pour que les Sénégalais voient de manière concrète et puissent s'en inspirer comme exemple et continuer à élargir et à développer et chacun a une part de responsabilité. Elle est importante, nous l'avions dit au début et au commencement, oui, l'agriculture, parce que c'est de là où tout doit partir, surtout en matière économique, depuis la collecte, la production, la transformation, le marché. Oui, le Sénégal aujourd'hui est au tournant, ne doit pas rater ce rendez-vous. Absolument. Et c'est un rendez-vous à ne pas rater. Et je pense que les consommateurs, c'est-à-dire on doit produire pour que le consommateur, qu'est-ce qu'il veut consommer, comment on peut aider à ce qu'il consomme ce qui correspond à ce qu'on produit. Et je pense que c'est comme ça qu'on peut, de manière mutuelle, tirer en tout cas avantage dans ce que nous faisons. Est-ce que vous êtes arrivé, par exemple, de mener des études sur les besoins des consommateurs? Tout à fait. Par exemple, en 2019, on avait fait, 2020, avec Covid, on avait regardé, mais en montrant que aujourd'hui la consommation sénégalaise a même évolué massivement. Vous voyez, par exemple, comment les gens, le soir, autour du lard, autour des quartiers, du fondé dans le quartier, aux céréales, mais en même temps, comment aujourd'hui, les beignets dougou que j'adore énormément, comment faire pour investir? C'est-à-dire, on voit que est-ce que les autorités politiques sont en train d'accompagner ces dynamiques? Je pense qu'il y a un hiatus entre les pratiques des communautés et l'orientation politique. Je me rappelle, et ça c'était Jacques Faye pour terminer là-dessus, qui disait ça à l'époque. Il disait que, par exemple, l'erreur qu'avait fait le Parti social à l'époque, dans les années 80, c'était qu'on investissait dans les barrages de Guidel, etc., dans Casamance, pendant que les communautés, avec la salinisation, avaient arrêté de faire du riz et s'adonner à d'autres cultures. Et l'État n'a pas su accompagner ces dynamiques. Donc, les politiques publiques, parfois, sont en décalage avec les pratiques des acteurs. Comment faire pour être à l'écoute de ce que les populations vivent, à partir de là, traduire cela en éléments concrets, en éléments de politique publique, plutôt que l'inverse. Parce que souvent, on élabore des politiques et parce que les populations ont besoin, dès que l'État dit que c'est dans cette orientation que je vais, tout le monde est prêt. Vous avez vu avec le président Wade quand il parlait des programmes spéciaux. Chaque année, on disait programme spécial manioc, maïs, biocarburant, etc. Et tout le monde disait, moi, je deviens expert en cela. Parce que c'est là où je peux avoir des subventions, même si vous n'y croyez pas. Après, il y a eu des problèmes de transformation, de commercialisation de cela. Et finalement, on n'est pas allé plus loin que ça. On a injecté énormément de ressources qui ont été captées par certains acteurs, mais que ça n'a pas transformé. Mais de ce point de vue, ça nécessite également... Oui, au-delà de la reddition des comptes, mais également, oui, on parle de reddition des comptes dans ce domaine également. Une bonne gouvernance nécessite également la transparence de la lutte contre la corruption et une bonne gouvernance économique. Totalement. Dans ce domaine agricole, bien sûr. Absolument. Et ça commence aujourd'hui. Vous voyez des coopératives qui sont là depuis des éternités. Comment faire aujourd'hui en termes de gouvernance des coopératives, en termes d'organisation, en termes de... Comment les acteurs peuvent s'organiser? Bon, il y a une volonté un peu de mettre en place les coopératives
il parlait de communal, maintenant c'est communautaire. Comment arriver à mettre, en partant de l'existant. Il y a des coopératives qui marchent plus ou moins, on en connaît. Comment faire pour que ces coopératives qui marchent puissent être citées en exemple, inspirer d'autres manières de faire, et comment on peut élargir et à partir justement d'un renforcement et bien sûr par l'activité de renforcement et de transformation de ce que nous produisons. C'est le mot de la fin. Merci. Ça a été un plaisir, ça a été nécessaire, mais également important pour un secteur capital qui peut tout de même booster l'économie sénégalaise. Absolument. Et j'y crois, et je suis sûr qu'avec les nouvelles volontés qui sont manifestées, il est possible d'accompagner et de réussir cela en croyant à ce que nous avons comme producteurs et productrices, et en transformant avec bien sûr une réforme foncière adaptée, avec des financements adaptés, avec une jeunesse qu'on met aux commandes pour transformer et contribuer au développement du Sénégal et des Sénégalais. Vous atteindrez avec moi pour rendre hommage justement à Jacques Faye. Vous l'avez cité dès le début de cette émission, un des Sénégalais qui a brillé dans son domaine au Sénégal comme ailleurs dans le monde. C'est un plaisir, encore une fois, de vous avoir objection pour ce dimanche et discuter sur un élément important, un secteur de notre économie. Je parlais de l'agriculture sénégalaise pour rappeler qu'il s'agissait de Cheikh Oumar Ba, directeur exécutif de IPAR. IPAR, c'est Initiative Prospective Agricole et Rurale qui s'occupe des questions aussi de think tank à la fois au Sénégal et dans le secteur de l'UEMOA. Merci. C'est moi qui vous remercie. Gardez l'écoute dans une poignée de secondes. Ce sera au tour de Awa Thiaw et son invité. C'est pour parler de Dianobi. Oui, excellente écoute. 98.5. À dimanche prochain pour un autre rendez-vous. Au revoir. mbow yu may mbow sa kaw doon sa lapataake ba benn xalaat politicien bu bandu la saña attaqué man sama yéene mooy baa doole bi ma nekkal ko gémmiñam noppam ak bëtam saa su ne may faacee mbébétam dak mimétisme andi civisme heurte sa conscience ngir nga mën a demee ci bon sens man sama yéene mooy sama rap doon li jëlee ba peuple bi si ñoonu ñàkk tàggat ko ba mu mën a dundee si lu mu ñàkk wan ko nu muy jëfee ba benn marchand d'illusion du ko mën a bluffé